On emménage vendredi, a annoncé mon frère. Maman est déjà d'accord. J'ai attrapé mon téléphone. Le système d'alarme a envoyé une alerte, mouvement détecté, intrusion enregistrée. Et puis, on emménage vendredi, a annoncé mon frère Thomas par haut-parleur, sa voix aussi décontractée que s'il parlait de ses projets pour le week-end. Maman a déjà donné son accord. Je fixais mon téléphone portable, assise à mon bureau à Lyon où je gérais des campagnes marketing pour Automatech Solutions. Les mots n'ont pas tout de suite fait sens. Emménager où? De quoi tu parles, Thomas, ai-je demandé, me forçant à rester calme, même si mon pouce accélérait déjà. Dans ta maison de Cassis. Maman a dit que tu l'utilisais à peine de toute façon. Et Jeanne et moi, on a besoin d'un endroit le temps qu'on trouve quelque chose de permanent. Elle nous a déjà donné le code de sécurité. Mon sang se glaça. Ma maison de la Côte d'Azur. Celle pour laquelle j'avais économisé pendant des années. Celle dont j'avais signé l'achat il y a à peine 8 mois, après d'innombrables sacrifices et des semaines de 70 heures. Mon sanctuaire. Thomas, personne ne m'a demandé mon avis, ai-je dit, la voix tendue. Cette maison est à moi. Je suis la propriétaire. Il a ri. A littéralement ri. Allez, Sophie. Ne sois pas comme ça. C'est juste temporaire. Maman a dit que tu comprendrais. La famille, c'est fait pour s'entraider, non? J'ai raccroché sans un mot de plus, les mains tremblantes. J'ai immédiatement attrapé mon ordinateur portable et ouvert l'application de sécurité de la maison. J'avais installé un système d'alarme complet 3 mois plus tôt après une série de cambriolages dans le quartier. Les détecteurs de mouvement, les caméras, tout était à la pointe de la technologie. Je m'appelle Sophie, et à 29 ans, j'avais travaillé plus dur que la plupart des gens de 2 fois mon âge pour arriver là où j'étais. J'ai commencé dans le marketing juste après l'université, j'ai pris tous les projets supplémentaires, j'ai travaillé jusqu'à ce que mon visage me fasse mal à force de sourire, et j'ai économisé chaque centime que je pouvais. 5 ans plus tôt, j'avais acheté mon premier bien locatif. Puis un autre, et encore un autre. La maison de Cassis, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, était censée être pour moi. Pas un investissement, pas une location. À moi. Mon téléphone a vibré. Maman. Sophie, ma chérie. Thomas m'a dit que tu étais contrariée, a-t-elle commencé avant même que je puisse dire bonjour. Je ne comprends pas pourquoi tu en fais toute une histoire. C'est ton frère. Il a besoin d'aide. Il doit me le demander d'abord, ai-je dit, la mâchoire serrée. C'est ma maison, maman, pas la tienne à donner. Ne sois pas égoïste, a-t-elle lâché. Et voilà. Le ton qui m'avait suivi toute ma vie. Tu as tellement de choses et Thomas a des difficultés. Son bail est terminé et ils ont besoin d'un endroit où rester. Tu n'y es presque jamais de toute façon. Ce n'était pas la question. La question était que personne n'avait demandé. Personne n'avait envisagé que je veuille peut-être utiliser ma propre propriété, que j'ai peut-être des projets, que je mérite peut-être d'être consulté au sujet de ma propre maison. Maman, la réponse est non. Il ne peut pas emménager. Eh bien, c'est trop tard maintenant. Je lui ai déjà donné le code et ils sont en train de faire leur carton. Thomas a dit qu'il serait là vendredi après-midi. J'ai fermé les yeux, essayant de calmer ma respiration. C'était un classique. Toute ma vie, Thomas avait été celui qu'il fallait sauver. Des entreprises qui ont échoué, des dettes de cartes de crédit, des changements d'emploi constants. Et chaque fois, maman intervenait pour arranger les choses, généralement à mes dépens. Quand j'avais 16 ans, elle a emprunté les 3 000 € que j'avais économisés avec mon petit boulot pour aider Thomas à rembourser le prêt de sa voiture. Il avait 21 ans et avait ruiné son crédit. Je n'ai jamais revu cet argent. Quand j'ai eu mon diplôme, elle m'a demandé de me porter co-garante pour un bail d'appartement pour lui parce que son crédit était toujours terrible. J'ai refusé et elle ne m'a pas parlé pendant 2 mois. Maman, si Thomas se pointe à cette maison, j'appelle la gendarmerie. Tu n'oserais pas, a-t-elle dit, sa voix devenant glaciale. C'est ton frère, Sophie. Ton propre sang. Quel genre de personne menace sa famille avec la police? Le genre qui en a assez de se faire marcher sur les pieds, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je suis resté assise dans mon bureau, entouré de maquettes de campagne et de présentations clients, sentant ce vieux nœud familier dans mon estomac,
celui qui apparaissait chaque fois que ma famille décidait de ce que je devais faire de ma vie, de mon argent, de mon temps. Mais quelque chose semblait différent cette fois. C'était peut-être le fait que j'avais réellement accompli quelque chose d'important. C'était peut-être l'épuisement d'être toujours la responsable, celle dont on attendait qu'elle se sacrifie. C'était peut-être simplement que j'avais enfin atteint ma limite. J'ai rouvert mon application de sécurité et j'ai changé tous les codes d'accès. Puis j'ai activé le protocole d'alerte d'intrusion. Si quelqu'un essayait d'entrer sans autorisation, le système enregistrerait automatiquement la vidéo, déclencherait une alarme et enverrait des alertes à la fois à mon téléphone et à la gendarmerie locale. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Thomas. « C'est quoi ce bordel, Sophie ? Le code ne marche pas, c'est parce que je l'ai changé. Pourquoi tu ferais ça ? On est déjà en route. On a un camion de location plein de nos affaires. Alors vous devriez faire demi-tour. Je ne t'ai jamais donné la permission d'emménager dans ma maison. Maman a dit. Maman n'est pas propriétaire de la maison, Thomas. Moi, si. Et je te dis non. Il y eut une longue pause. Quand il a repris la parole, sa voix était tranchante. Tu es ridicule. On vient quand même. On verra bien en arrivant. L'appel s'est terminé. J'ai fixé l'écran de mon téléphone, le cœur battant. Il venait quand même. Bien sûr qu'il venait, parce que dans ma famille, mes limites n'avaient jamais compté. Mes désirs n'avaient jamais compté. J'étais juste censé être reconnaissante d'aider, de donner, de m'adapter. J'ai affiché les images de sécurité de la maison, vérifiant que tout fonctionnait correctement. Les caméras couvraient toutes les entrées, les détecteurs de mouvement étaient actifs, l'alerte à la police était réglée. Une partie de moi espérait qu'il retrouverait la raison, que Thomas rappellerait pour s'excuser, que maman réaliserait qu'elle avait dépassé les bornes. Mais je savais que c'était peine perdue. Ma collègue Chloé a frappé à la porte de mon bureau. « Et, ça va ? Tu as l'air stressé. » J'ai réussi un faible sourire. « Histoire de famille. »« Ah, dit-elle d'un air entendu. N'en dis pas plus. Un café ? S'il te plaît. » Pendant qu'elle partait, j'ai regardé l'écran de mon ordinateur. Le tableau de bord du système de sécurité brillait d'indicateurs verts. Tout était armé et prêt. J'avais travaillé trop dur, sacrifié trop de choses pour laisser quiconque, même ma famille, prendre ce qui m'appartenait. Mais j'avais un pressentiment. Un murmure d'avertissement que les choses allaient empirer avant de s'améliorer. Le reste du mercredi s'est écoulé lentement. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Je ne pouvais pas m'empêcher de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Thomas n'a pas rappelé. Maman non plus. Le silence était menaçant, comme le calme avant une catastrophe. Le jeudi matin, je n'avais toujours pas de nouvelles. J'ai essayé d'appeler Thomas, mais il n'a pas répondu. Pareil pour maman. Il me mettait à l'écart, espérant probablement que je céderais sous la pression d'être la méchante. C'était une vieille tactique, qu'ils avaient utilisée avec succès pendant des années. Quand j'avais 23 ans, fraîchement diplômé et joignant à peine les deux bouts, maman m'avait appelé en pleurant. Thomas s'était encore fait virer et ne pouvait pas payer son loyer. Pourrais-je l'aider juste cette fois ? Je lui avais donné 800 € dont j'avais désespérément besoin pour mes propres factures. J'ai mangé des nouilles instantanées pendant 6 semaines et j'ai pris du travail en freelance pour compenser. Thomas ne m'a jamais remercié. Il n'a même jamais reconnu que c'était arrivé. Le schéma s'est répété encore et encore. L'argent de mon diplôme est allé à la caution de l'appartement de Thomas. Mon petit héritage de notre grand-mère est allé aux dettes de carte de crédit de Thomas qu'il jurait de rembourser. Il ne l'a jamais fait. Et quand j'ai finalement commencé à fixer des limites, je suis devenu l'égoïste. La sœur sans cœur qui ne se souciait pas de sa famille. Jeudi après-midi, mon téléphone a enfin sonné. Numéro inconnu. Allô ? C'est bien Sophie ? Une voix de femme, inconnue. Oui. Qui est à l'appareil ? C'est Jeanne, la copine de Thomas. J'avais rencontré Jeanne 2, peut-être 3 fois au cours de l'année écoulée. Elle semblait assez gentille, mais je ne la connaissais pas vraiment. Nous n'avions jamais eu de vraie conversation au-delà des politesses lors des dîners de famille. Salut, Jeanne. Qu'est-ce qui se passe ? Écoute, je dois te parler de cette histoire de maison. Sa voix était tendue, nerveuse.
Thomas m'a raconté ce qui se passe, et je veux juste que tu saches que je ne savais pas qu'il ne t'avait pas demandé d'abord. Je me suis redressé. Tu ne savais pas? Non. Il m'a dit que tu nous avais proposé la maison le temps qu'on cherche un appartement. Il a dit que tu étais heureuse de nous aider. Elle a fait une pause. Mais ensuite, il a mentionné que le code ne fonctionnait pas. Et quand je l'ai pressé de questions, il a finalement admis que tu n'avais jamais accepté quoi que ce soit. Le soulagement m'a envahi, rapidement suivi par la colère. Bien sûr que Thomas avait menti. Bien sûr qu'il avait manipulé la situation pour se donner le beau rôle. Jeanne, j'apprécie que tu appelles, ai-je dit prudemment. Mais oui, personne ne m'a demandé. Je l'ai appris quand Thomas a appelé pour me dire qu'ils emménageaient. Je suis tellement désolé, a-t-elle dit, et elle semblait sincèrement bouleversée. Je lui ai dit qu'on devrait juste trouver autre chose, mais il insiste pour qu'on aille jusqu'au bout quand même. Il dit que tu surréagis et que tu finiras par changer d'avis une fois qu'on sera sur place. Ma tension artérielle a grimpé en flèche. Ça n'arrivera pas, je sais. Je comprends. C'est ta maison. Elle a hésité. Mais il ne va pas reculer. Il raconte à tout le monde que tu es égoïste et ta mère le soutient. Il prévoit déjà de se pointer demain. S'il se pointe, la gendarmerie sera appelée automatiquement, ai-je dit d'un ton sec. J'ai un système de sécurité avec des alertes d'intrusion. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Sérieusement? Sérieusement. Waouh. Elle a expiré. D'accord, je vais essayer de le dissuader. Mais Sophie, sache qu'il est vraiment en colère. Il dit des choses comme quoi tu as toujours pensé que tu étais meilleur que lui. Que tu étales ta réussite pendant qu'il galère. J'ai ri amèrement. J'ai travaillé pour ce que j'ai. Il a eu tout autant d'opportunités. Je sais, dit Jeanne doucement. Écoute, je dois y aller, mais je voulais te prévenir. Je ne pense pas que ça va bien se terminer. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté dans ma voiture sur le parking de mon immeuble, à regarder dans le vide. Toute la situation était absurde. Je ne devrais pas avoir à défendre mon droit à ma propre propriété. Je ne devrais pas avoir à justifier le fait de vouloir qu'on me demande avant que ma famille ne donne accès à quelque chose que je possède. Mais c'était ça, les dynamiques familiales. La logique n'avait pas d'importance. L'équité n'avait pas d'importance. Tout était une question de rôle, et mon rôle avait toujours été celui de la responsable qui donnait et donnait encore. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de vérifier l'application de sécurité, m'attendant à moitié à voir la voiture de Thomas arriver dans l'allée au milieu de la nuit, mais la maison est restée vide et tranquille. Vendredi matin est arrivé avec un ciel gris et de la bruine. Je me suis déclaré malade au travail, ce que je faisais rarement, et j'ai passé la matinée à faire les 100 pas dans mon appartement. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de Thomas, pas de SMS de maman, rien. À 11 heures, mon téléphone a explosé de notifications. Le système de sécurité avait été déclenché. J'ai attrapé mon ordinateur portable et affiché le flux en direct. Mon estomac s'est noué. Le camion de Thomas était dans l'allée. Et il n'était pas seul. Maman était là aussi, avec Jeanne et ce qui ressemblait à 2 autres personnes que je ne reconnaissais pas. Ils déchargeaient des cartons d'une remorque de location. L'alarme hurlait. Je pouvais le voir sur la vidéo. Je pouvais voir maman se boucher les oreilles et Thomas crier quelque chose à son téléphone. Le message automatisé tournait en boucle. Avertissement. Entrée non autorisée détectée. Les forces de l'ordre ont été prévenues. Mon téléphone a sonné. Thomas, éteins cette alarme, a-t-il crié par-dessus le bruit. Non. Sophie, c'est de la folie. On est de la famille. Vous violez une propriété privée, Thomas. Je vous avais dit de ne pas venir. Maman nous a donné la permission. Maman n'est pas propriétaire de la maison. Je tremblais maintenant. L'adrénaline inondait mon système. Moi si, et je vous ai dit non. La vidéo montrait maman essayant la porte d'entrée, mais elle était verrouillée. Ils avaient pensé que changer le code du clavier suffirait. Mais j'avais aussi enclenché les peines dormant à distance. Personne ne pouvait entrer sans casser une fenêtre, et je savais qu'il n'irait pas jusque-là. Ou peut-être que si. Laisse-nous entrer et on pourra en parler comme des adultes, a dit Thomas,
sa voix prenant ce ton condescendant qu'il utilisait toujours quand il pensait être raisonnable. Il n'y a rien à discuter. Partez ou attendez la gendarmerie. C'est votre choix. J'ai regardé sur la caméra Thomas relayer cela au groupe. Le visage de maman est devenu rouge. Elle a marché jusqu'à la porte d'entrée et a commencé à la frapper du poing, hurlant quelque chose que je ne pouvais pas entendre par-dessus l'alarme. Puis je l'ai vu. Thomas avait ramassé quelque chose par terre. Un caillou. Il le soupesait dans sa main, regardant la fenêtre. « Thomas, ne fais pas ça », ai-je dit au téléphone, ma voix d'un calme mortel. « Si tu casses cette fenêtre, ce n'est plus seulement une violation de propriété. C'est une effraction. C'est un délit. » « Tu dramatises », a-t-il dit. Mais il a reposé le caillou. Le son des sirènes a percé l'alarme. La gendarmerie arrivait à la maison. L'heure suivante a été un chaos vu à travers l'objectif d'une caméra. J'ai vu 2 gendarmes s'approcher du groupe. Maman s'est immédiatement lancée dans ce que je ne pouvais qu'imaginer être sa version des faits, gesticulant sauvagement vers la maison. Thomas se tenait les bras croisés, l'air défiant. Jeanne restait en retrait, l'air misérable. Un des gendarmes a passé un appel. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Allô, ici l'adjudant Dubois de la gendarmerie de Cassis. Je parle bien à mademoiselle Sophie? Oui, c'est moi. Madame, je suis à votre propriété sur la route de la Calanque. Pouvez-vous vérifier que vous êtes la propriétaire et que ces individus n'ont pas la permission d'être ici? Je lui ai tout expliqué, la chronologie, les appels, le fait que je leur avais explicitement dit de ne pas venir. Il a écouté patiemment, posant parfois des questions pour clarifier. Compris, a-t-il dit finalement. Les personnes ici disent qu'elles ont une permission implicite en raison de liens familiaux et que votre mère leur a dit qu'elles pouvaient rester ici. Ma mère n'a aucune autorité pour donner cette permission, ai-je dit fermement. Je suis l'unique propriétaire. J'ai l'acte de propriété. Je peux vous l'envoyer maintenant si vous avez besoin d'une preuve. Ce ne sera pas nécessaire. Je peux vérifier la propriété via les registres du cadastre. Il y eut une pause. Madame, souhaitez-vous porter plainte pour violation de propriété privée? Mon cœur martelait dans ma poitrine. C'était le point de non-retour. Si je disais oui, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Ma famille ne me le pardonnerait jamais. Je serais exclu, étiqueté comme la méchante, celle qui a choisi la propriété plutôt que la famille. Mais si je disais non, cela se reproduirait encore et encore. Oui, ai-je dit, ma voix stable malgré le tremblement dans mes mains. Je veux porter plainte contre tous. À travers la caméra, j'ai vu l'adjudant Dubois relayer cette information. Le visage de maman est passé du rouge au blanc. Thomas a commencé à crier, pointant du doigt la caméra montée sous l'avant-toit. Il venait de réaliser que je regardais tout. L'autre gendarme prenait des dépositions, écrivant dans un carnet. L'une des personnes que je ne reconnaissais pas, un des amis de Thomas, apparemment, a commencé à se disputer avec la police. Ça ne s'est pas bien passé pour lui. En quelques minutes, on lui a demandé de quitter la propriété ou de faire face à sa propre contravention. Maman s'est approchée de la caméra et a regardé directement dedans. Sophie, a-t-elle dit, sa voix portant clairement à travers l'audio. Si tu fais ça, tu es morte pour moi. Tu m'entends? Tu n'es plus ma fille. Les mots auraient dû me blesser. Peut-être qu'une partie de moi voulait qu'il me blesse, mais au lieu de ça, je me sentais juste fatigué. Tellement incroyablement fatigué de ce cycle. Elle fait son choix, a ajouté Thomas, se plaçant à côté de maman. Qu'elle vive avec. L'adjudant Dubois leur expliquait quelque chose, leur tendant ce qui ressemblait à des procès-verbaux de contravention. Je ne pouvais pas entendre les détails, mais je pouvais voir la fureur sur le visage de Thomas alors qu'il arrachait le papier. Maman a d'abord refusé de prendre le sien, croisant les bras comme une enfant boudeuse. Finalement, le gendarme l'a simplement donné à Thomas pour qu'il le lui remette. Tout le groupe a commencé à tout recharger dans le camion. Cela a pris presque 1 heure. J'ai regardé chaque minute, m'assurant qu'ils n'endommageaient rien par dépit. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont juste travaillé dans un silence de colère, jetant occasionnellement des regards à la caméra. Quand ils sont finalement partis, la propriété avait l'air exactement comme avant leur arrivée. Sauf que maintenant, il y avait des rapports de police, des dossiers officiels, des preuves de ce qui s'était passé.
Mon téléphone a sonné immédiatement. Numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité l'a emporté. Tu l'as vraiment fait. C'était Jeanne, sa voix vide. Tu as vraiment porté plainte contre ta propre famille. Ils ont commis un délit, ai-je dit doucement. Je leur ai donné toutes les chances de faire demi-tour. Tom a dit qu'il va te poursuivre en justice. Que tu as plein de place et que tu es juste vindicative. Il peut essayer. Le droit de la propriété est assez clair. Ta mère est hystérique. Elle dit que tu lui as brisé le cœur. Qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle a élevé quelqu'un d'aussi froid. Chaque mot était conçu pour me faire sentir coupable, pour me faire douter de moi-même. Et ça marchait, du moins un peu. Ma poitrine était serrée. Ma gorge brûlait de larmes non versées. Jeanne, pourquoi m'appelles-tu, ai-je demandé. Parce que je voulais que tu saches ce que tu leur as fait. Ce que ça va coûter. Et ce qu'ils m'ont fait à moi, ai-je rétorqué. Est-ce que quelqu'un s'est arrêté pour y penser? Est-ce que quelqu'un s'est soucié du fait qu'ils me volaient? Ce n'est pas du vol quand c'est la famille. Si, ça l'est, ai-je dit fermement. C'est exactement ça. Elle a raccroché. Je suis resté assise sur mon canapé, fixant l'écran de mon ordinateur portable montrant l'allée vide. L'alarme avait été réduite au silence. La propriété était sécurisée. Tout était revenu à la normale, sauf que rien ne serait plus jamais normal. Mon téléphone a vibré avec un texto. C'était d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais le message indiquait clairement de qui il venait. Tu le regretteras. La famille n'oublie pas puis un autre texto, cette fois avec une photo. C'était une capture d'écran des réseaux sociaux. Thomas avait publié une longue diatribe sur sa sœur sans cœur qui avait appelé la police sur sa propre famille pour avoir essayé de rester dans sa maison de plage vacante. La publication était déjà pleine de commentaires de parents et d'amis de la famille. La plupart d'entre eux me condamnaient. Je n'arrive pas à croire que Sophie ferait ça. La famille devrait passer en premier. Elle a tellement de choses et ne veut rien partager. Thomas est un type tellement bien. Il ne mérite pas ce traitement. Seule une personne m'avait défendu. Ma cousine Maëva, qui avait commenté, il y a 2 versions à chaque histoire. Peut-être demander pourquoi c'est arrivé avant de juger. Elle a été immédiatement attaquée dans les réponses. J'ai fermé l'application et posé mon téléphone face contre la table basse. Mes mains tremblaient. C'était exactement ce que je savais qui arriverait. J'étais crucifié devant le tribunal de l'opinion familiale. Peinte comme la méchante alors que tout ce que j'avais fait était de protéger ce qui m'appartenait. Mais sous la peur et la culpabilité, quelque chose d'autre bougeait. Quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. J'avais dit non. J'avais maintenu ma limite. Et le monde ne s'était pas effondré. C'était devenu désordonné, inconfortable et douloureux. Oui, mais je l'avais fait. J'ai affiché une dernière fois mon application de sécurité, vérifiant que tout était bien verrouillé. Puis j'ai activé le mode vacances, qui m'enverrait des alertes pour toute activité, même des animaux passant dans le jardin. Parce que je savais que ce n'était pas fini. Thomas n'était pas du genre à laisser tomber. Et maman. Elle verrait cela comme une trahison qui devait être punie. Mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. J'avais des documents, des vidéos de sécurité, des rapports de police, des titres de propriété avec mon nom dessus et celui de personne d'autre. Et j'avais enfin trouvé le courage d'arrêter de m'immoler par le feu pour les garder au chaud. Quoi qu'il arrive ensuite, j'y ferai face. Parce que pour la première fois de ma vie, je m'étais choisi, même si cela me coûtait tout. Le week-end est passé dans un brouillard d'anxiété et de colère. J'ai gardé mon téléphone en silencieux, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le vérifier compulsivement. Les messages s'accumulaient. Des tantes et des oncles dont je n'avais pas entendu parler depuis des années avaient soudainement des opinions sur mon caractère. Des cousins donnaient leur avis. Même le frère de mon père, à qui j'avais peut-être parlé 3 fois dans toute ma vie, m'a envoyé un long texto sur la loyauté familiale et le pardon. Pas un seul d'entre eux n'a demandé ma version de l'histoire. Le lundi matin, j'avais plus de 60 messages non lus et 15 messages vocaux. Je les ai tous supprimés sans écouter ni lire. Je ne pouvais pas fonctionner si je laissais leurs mots entrer dans ma tête. Le travail était une distraction bienvenue. Je me suis jeté à corps perdu dans une campagne de lancement de produits pour Automatech Solutions, passant 12 heures au bureau, peaufinant les textes et coordonnant avec l'équipe de conception.
Chloé a remarqué mon intensité, mais a eu la grâce de ne pas commenter au-delà de proposer de m'apporter à dîner du restaurant thaïlandais du coin. Tu te tues au travail, a-t-elle dit en déposant un pad thaï sur mon bureau à 20h. Quoi qu'il se passe, fuir ne t'aidera pas, je ne fuis pas, ai-je dit, même si nous savions toutes les deux que c'était exactement ce que je faisais. Je suis juste concentré. Elle m'a jeté un regard, mais n'a pas insisté. Mardi a apporté un nouveau développement. J'ai reçu un email d'un avocat. Pas l'avocat de Thomas, celui de maman. L'objet indiquait « conflit de propriété et diffamation ». Mon estomac s'est noué en l'ouvrant. L'email était formulé de manière professionnelle, mais le sens était clair. Maman prétendait que j'avais verbalement accepté de laisser Thomas rester à la maison de la plage, qu'elle avait agi de bonne foi en tant que témoin de cet accord, et que non seulement j'étais revenu sur ma parole, mais que j'avais déposé de fausses déclarations à la police et nui à sa réputation en insinuant qu'elle était complice d'un crime. Elle menaçait de me poursuivre pour diffamation et préjudice moral. Le montant qu'elle réclamait, 75 000 €. J'ai lu l'email 3 fois, ma vision se brouillant de rage et d'incrédulité. Elle faisait vraiment ça. Elle essayait de me punir par le système judiciaire pour avoir osé dire non. J'ai transféré l'email à ma propre avocate, une femme vive d'esprit nommée Pascal, qui m'avait aidé pour mes investissements immobiliers. Moins d'une heure plus tard, elle m'a appelé. C'est n'importe quoi, a dit Pascal sans détour. Du grand n'importe quoi. Elle n'a aucun dossier. Vous avez des vidéos de sécurité, des relevés téléphoniques, des messages textes documentant que vous n'avez jamais donné la permission. C'est une procédure bâillon. Une poursuite stratégique contre la mobilisation publique. Elle essaie de vous intimider pour que vous cédiez. Peut-elle vraiment m'emmener au tribunal pour ça? Elle peut déposer ce qu'elle veut. Ça ne veut pas dire qu'un juge laissera la procédure suivre son cours. Mais Sophie, je veux que vous compreniez quelque chose. Même une poursuite futile coûte de l'argent à défendre. Elle parie peut-être sur le fait que vous accepterez un arrangement juste pour que ça s'arrête. J'ai fermé les yeux, pressant mes doigts contre mes tempes où une migraine commençait. Combien cela coûterait-il de se battre? Si ça va jusqu'au tribunal, ça pourrait être entre 10 000 et 30 000 € en frais de justice, selon son agressivité. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. 30 000 € pour me défendre contre une poursuite sans fondement intentée par ma propre mère. Envoyez-lui une réponse, ai-je dit doucement. Faites-lui comprendre que nous avons des documents, que ces affirmations sont fausses, et que si elle poursuit, nous la poursuivrons en retour pour les frais de justice et le harcèlement. Vous êtes sûr? C'est une escalade. Elle a fait monter les enchères au moment où elle a déposé ça. Je ne fais que me défendre. Après avoir raccroché, je suis resté dans mon bureau, la porte fermée, retenant mes larmes. C'était censé être fini. Ils étaient censés accepter la limite et passer à autre chose, mais au lieu de cela, ils redoublaient d'efforts, essayant de me forcer à obéir par la peur et la pression financière. Mon téléphone a vibré. Thomas. Tu as aussi fait poursuivre maman en justice maintenant? Tu as une idée de ce que coûtent les frais d'avocat? J'ai regardé le texto, la fureur montant dans ma poitrine. L'audace absolue d'agir comme si j'étais l'agresseur alors qu'ils avaient littéralement essayé de me voler ma maison. J'ai tapé une réponse. Je n'ai fait poursuivre personne. Maman a déposé une plainte futile contre moi. Dis-lui de l'abandonner ou mon avocate rendra les choses très chères pour elle. Sa réponse est venue quelques secondes plus tard. Tu es pathétique. Menacer ta propre mère. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué le numéro de maman. Puis j'ai passé en revue et bloqué tous les membres de la famille qui m'avaient envoyé un message haineux au cours des derniers jours. Quand j'ai eu fini, ma liste de contacts semblait décimée. Chloé a frappé à la porte de mon bureau. Et, il y a quelqu'un ici pour te voir. Elle dit que c'est ta cousine. Mon cœur s'est serré. Maëva? Ouais, c'est elle. Je lui dis que tu es occupé? J'y ai réfléchi. Maëva avait été la seule à me défendre en ligne. Mais ça ne voulait pas dire que je voulais tout ressasser en personne. Pourtant, elle avait conduit jusqu'à Lyon depuis où qu'elle habite maintenant. Je lui devais au moins une conversation. Non, c'est bon. Fais-la entrer. Maëva était différente de mes souvenirs. Elle avait les cheveux courts et teints d'un rouge vif. Elle portait une veste en cuir sur un t-shirt de groupe vintage et avait un air de confiance que je ne me souvenais pas de notre enfance.
Salut, Sophie, dit-elle, sa voix douce. J'espère que ça ne te dérange pas que je me pointe à l'improviste. J'ai essayé d'appeler, mais je suis tombé directement sur la messagerie. J'ai bloqué des gens, ai-je admis. Désolé, entre. Assieds-toi. Elle a fermé la porte derrière elle et s'est installée dans le fauteuil en face de mon bureau. Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés. Tu te fais descendre dans la conversation de groupe de la famille, dit-elle finalement. C'est brutal. Ils parlent de toi comme si tu étais une sorte de monstre. Je sais. Tu veux savoir ce qu'ils disent? Pas particulièrement. Elle a hoché la tête lentement. C'est probablement plus sage. Mais je voulais que tu saches que je ne crois pas à leur version des faits. Je connais Thomas. Je connais ta mère et je sais comment il fonctionne. Quelque chose dans ma poitrine s'est légèrement détendu. Merci. Thomas m'a fait la même chose il y a 3 ans, a poursuivi Maëva. Pas avec une maison, mais avec ma voiture. Il l'a empruntée pour une seule journée et l'a gardée pendant 6 semaines. Il a accumulé 3 amendes de stationnement et l'a rendue avec le réservoir vide et une bosse sur le pare-choc. Quand je lui ai demandé de payer les dégâts, il a dit à tout le monde que j'étais déraisonnable et qu'il n'arrivait pas à croire que je fasse passer l'argent avant la famille. Je la fixais. Je ne savais pas ça. Personne ne le sait parce que je n'ai pas insisté. J'ai juste réparé la voiture moi-même et j'ai arrêté de lui prêter quoi que ce soit. Mais je l'ai regretté depuis. J'aurais dû lui tenir tête. À eux tous. Elle s'est penchée en avant. Tu as fait ce qu'il fallait, Sophie. Je sais que ça ne semble pas être le cas en ce moment, mais tu l'as fait. Les larmes me sont montées aux yeux. Je les ai ravalées. Maman me poursuit en justice. Tu savais ça? Les yeux de Maëva se sont écarquillés. Quoi? Pourquoi? Diffamation. Préjudice moral. Complètement absurde selon mon avocate. Mais ça va quand même coûter de l'argent de se battre. Bien sûr que ça va coûter, Maëva a secoué la tête avec dégoût. C'est exactement le genre de coup bas et vindicatif qu'elle ferait. Elle ne peut pas te contrôler, alors elle essaie de te punir. Ça marche, ai-je dit doucement. J'ai l'impression d'être la pire personne au monde. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que tu te sentes si coupable que tu cèdes, que tu t'excuses et que tu redeviennes leur paillasson. Elle a tendu la main sur le bureau et a serré la mienne. Ne leur donne pas cette satisfaction. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Maëva m'a mise au courant d'autres dynamiques familiales que j'ignorais. Thomas empruntant de l'argent à notre grand-mère avant sa mort et ne le remboursant jamais. Maman culpabilisant notre oncle pour qu'il lui donne sa vieille voiture pour Thomas quand il a eu 16 ans. La façon dont ils avaient systématiquement isolé quiconque ne se pliait pas à leur version des événements. Quand elle est partie, je me sentais moins seul. Mais je ressentais aussi autre chose. De la colère. Pas la colère chaude et immédiate de vendredi. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Il voulait jouer dur. Très bien. Je pouvais jouer dur. Ce soir-là, je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout documenter. Chaque cas dont je pouvais me souvenir d'abus financiers, chaque culpabilisation, chaque manipulation. J'ai passé en revue de vieux messages textes, des emails, des relevés bancaires. J'ai tout compilé dans une chronologie détaillée qui remontait à près de 10 ans. Le tableau qu'elle brossait était accablant. Au cours de la dernière décennie, j'avais donné à ma famille plus de 42 000 €, non pas des prêts, des dons. Parce que Thomas avait besoin d'aide, parce que maman était stressée par les factures, parce qu'ils étaient de la famille et que la famille s'entraidait. Pendant cette même période, Thomas avait emprunté ma voiture et l'avait rendue endommagée 3 fois. Il avait utilisé ma carte de crédit sans permission pour acheter des billets de concert. Il m'avait demandé de me porter co-garante pour des prêts que j'avais refusés, ce qui avait entraîné des mois de silence. Et maman avait constamment pris le parti de Thomas dans chaque conflit. Quand j'exprimais ma frustration d'être toujours celle à qui on demandait de l'aide, elle me disait que j'étais égoïste. Quand je fixais des limites sur l'argent, elle disait que j'étais avare. Quand j'ai finalement acheté ma maison de la plage, elle a fait des commentaires sur la façon dont j'étalais ma réussite pendant que Thomas luttait. J'avais normalisé tout ça, me convainquant que c'était juste comme ça que les familles fonctionnaient, que mon ressentiment était mesquin, et que je devrais être reconnaissante d'avoir les moyens d'aider. En regardant tout ça, noir sur blanc,
j'ai réalisé quelque chose de crucial. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'exploitation. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie. 5 minutes plus tard, il a sonné de nouveau. Même numéro. Je l'ai bloqué. Puis mon téléphone professionnel a sonné. Comment avait-il eu ce numéro? J'ai répondu. Allô? Sophie. C'est ta tante Caroline. S'il te plaît, ne raccroche pas, j'aurais dû raccrocher. Au lieu de ça, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler de ce qui se passe avec ta mère et Thomas. Ma chérie, je sais que tu es contrariée, mais ça a été trop loin. Ta mère est hors d'elle. Elle prend des médicaments pour sa tension artérielle à cause du stress. Alors peut-être qu'elle n'aurait pas dû déposer une fausse plainte contre moi. Elle essaie juste de protéger Thomas. Il a vraiment du mal en ce moment, Sophie. Lui et Jeanne ont rompu à cause de toute cette histoire. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un dont la famille était si dysfonctionnelle. Tant mieux pour Jeanne, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit à la place. Thomas a fait ses choix. Mais ta famille, tu es censé pardonner. Tu es censé vous aider les uns les autres dans les moments difficiles. J'ai fini d'aider les gens qui ne font que prendre et ne donnent jamais en retour. J'ai fini de m'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Et j'en ai particulièrement assez d'être culpabilisé pour avoir des limites. Il y eut une longue pause. Quand tante Caroline a repris la parole, sa voix était plus froide. Ta mère avait raison à ton sujet. Tu as changé. Tu es devenu dur, cruel, même. Si me protéger me rend cruel, alors je suppose que je suis cruel. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. Quand tu seras vieille et seule parce que tu auras repoussé tout le monde. Tu souhaiteras avoir été plus gentil avec les gens qui t'aimaient. Les gens qui m'aimaient n'auraient pas essayé de me voler, ai-je dit, et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. J'ai pris un verre d'eau et les bu d'un trait, essayant de calmer la montée d'adrénaline. La manipulation était si évidente quand on savait quoi chercher. La culpabilité, les menaces de solitude, le recadrage de l'abus en amour. Mais je ne tombais plus dans le panneau. Mercredi matin, j'ai reçu un email de Pascal. Maman avait répondu à notre lettre avec une position encore plus agressive, affirmant maintenant que je devais une compensation à Thomas pour le traumatisme émotionnel d'avoir été interpellé. Il augmentait le montant de leur poursuite à 100 000 €. Ça devient ridicule, a écrit Pascal. Je recommande que nous déposions une requête en irrecevabilité et une plainte reconventionnelle pour harcèlement et frais de justice, mais je dois être sûr que vous voulez emprunter cette voie. Ça va devenir moche. J'ai répondu, faites-le. Tout. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de la gendarmerie de Cassis. Le gendarme s'est identifié comme l'inspecteur Renaud. Mademoiselle Sophie, je vous appelle concernant l'incident de violation de propriété de vendredi dernier. Il y a eu un développement dont je dois vous informer. Mon pouls s'est accéléré. Quel genre de développement? Votre frère a déposé une plainte alléguant que vous l'avez agressé verbalement lors d'un appel téléphonique et que vous avez proféré des menaces contre sa sécurité. Il prétend avoir des témoins qui ont entendu la conversation. Je me suis assise lourdement. C'est complètement faux. J'ai des enregistrements de nos conversations. Je ne l'ai jamais menacé. Vous avez des enregistrements? Oui. J'ai commencé à enregistrer toutes les interactions avec ma famille après qu'ils soient devenus hostiles. C'est légal en France. Avez-vous toujours ces enregistrements? Absolument tous. Je vais avoir besoin que vous me les envoyiez. Votre frère essaie de monter un dossier pour prouver que vous êtes l'agresseur et que lui et votre mère sont les victimes. Ces enregistrements pourraient être cruciaux. Je lui ai tout envoyé, chaque appel, chaque message vocal, chaque fil de discussion avant que je ne les bloque. En moins de 2 heures, l'inspecteur Renaud a rappelé. Mademoiselle Sophie, sur la base des preuves que vous avez fournies, la plainte de votre frère a été classée sans suite. En fait, les enregistrements montrent de multiples cas de harcèlement et d'intimidation de la part de votre frère et de votre mère. Souhaitez-vous déposer des plaintes supplémentaires? J'y ai réfléchi. La chose intelligente à faire serait de surenchérir, de leur faire affronter les conséquences de leur comportement. Mais j'étais épuisé. Je voulais juste que ça se termine. Pas pour le moment, ai-je dit,
mais je veux qu'il soit consigné qu'ils ont fait de fausses déclarations contre moi. C'est déjà fait. Et mademoiselle Sophie, vous devriez peut-être envisager une ordonnance d'éloignement. Ce schéma de comportement suggère une escalade. Après la fin de l'appel, je suis resté assise dans mon bureau à regarder dans le vide. Une ordonnance d'éloignement contre ma propre mère et mon frère. Cela semblait impossible, comme quelque chose de la vie de quelqu'un d'autre, pas la mienne. Mais c'était peut-être ça, le but. Ma vie avait peut-être été impossible depuis longtemps, et je n'avais tout simplement pas voulu le voir. Mon téléphone professionnel a sonné. Le poste de Chloé. Sophie, il y a quelqu'un du siège ici. Ils veulent te parler dans la salle de conférence. Mon estomac s'est noué. Le siège? Nous étions un petit bureau régional. Le siège ne venait jamais ici. Je me suis dirigé vers la salle de conférence, les jambes tremblantes. À l'intérieur se trouvait un homme en costume cher que je ne reconnaissais pas. Et Mélanie, notre directrice régionale. Sophie, s'il te plaît, assieds-toi, a dit Mélanie, son visage soigneusement neutre. L'homme s'est présenté comme étant Gérard, des ressources humaines. Mademoiselle Sophie, nous avons reçu des communications préoccupantes concernant votre conduite, en particulier des allégations selon lesquelles vous auriez abusé des ressources de l'entreprise et vous seriez livré à du harcèlement de membres de votre famille pendant les heures de travail. Mon sang se glaça. Quoi? De qui? Les plaintes étaient anonymes, mais elles comprenaient des détails spécifiques sur des appels passés depuis votre ligne professionnelle et des affirmations selon lesquelles vous utiliseriez le temps de l'entreprise pour poursuivre des affaires juridiques personnelles. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, ma voix stable malgré la panique qui me griffait la gorge. J'ai passé peut-être 3 appels personnels depuis mon téléphone professionnel au cours des 6 derniers mois, tous pendant ma pause déjeuner. Et je n'ai jamais utilisé le temps de l'entreprise pour des questions personnelles au-delà de la vérification de mes emails. Gérard et Mélanie ont échangé un regard. Pouvez-vous le prouver? A demandé Gérard. Oui, vous pouvez vérifier mes relevés téléphoniques. Vous pouvez examiner mes journaux informatiques. Je n'ai rien à cacher. Mélanie a pris la parole. Sophie, nous ne vous accusons de rien. Nous suivons simplement les plaintes comme l'exige la politique. Mais je dois vous demander, y a-t-il une situation familiale dont nous devrions être au courant? J'ai pris une décision en une fraction de seconde. Tout leur dire ou essayer de minimiser. J'ai choisi l'honnêteté. Je leur ai parlé de la maison de la plage, de la violation de propriété, de la poursuite en justice et du harcèlement croissant. Je leur ai montré les enregistrements, les emails, les messages textes. J'ai tout déballé. Quand j'ai eu fini, Mélanie semblait furieuse. Pas contre moi, contre la situation. C'est du harcèlement, a-t-elle dit sèchement. Ils essaient de saboter votre carrière parce que vous avez fixé une limite. Gérard, cette plainte doit être documentée comme malveillante et fausse. Gérard a hoché la tête lentement. Je ferai une note dans votre dossier indiquant que les allégations ont fait l'objet d'une enquête et se sont révélées sans fondement. Et mademoiselle Sophie, si vous recevez d'autres actes de harcèlement au travail de la part de ces personnes, documentez-les immédiatement et signalez-les au RH. Cela pourrait constituer un motif d'action en justice de votre part. Après leur départ, je suis resté seul dans la salle de conférence, la tête entre les mains. Ils essayaient de me faire virer. Ma propre famille essayait activement de détruire ma carrière. Comment en était-on arrivé là? La réponse est venue jeudi soir sous la forme d'un message Facebook de quelqu'un que je ne connaissais pas. La photo de profil montrait une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants. Bonjour Sophie, je m'appelle Dorothée. Je suis l'ex-petite amie de Thomas d'il y a environ 5 ans. J'ai vu les publications sur ce qui se passe avec votre famille et j'ai senti que vous aviez besoin de savoir quelque chose. Votre frère m'a fait exactement la même chose qu'il a essayé de vous faire. Il a emménagé dans mon appartement sans demander, a prétendu que j'avais donné ma permission, et quand j'ai essayé de le faire partir, votre mère a menacé de me poursuivre pour avoir brisé le cœur de son fils. J'ai fini par le laisser rester 3 mois juste pour éviter les tracas juridiques. Il n'a jamais payé un centime de loyer et m'a volé des bijoux quand il est finalement parti. J'ai déposé une main courante, mais il a prétendu que c'était des cadeaux, et je n'ai pas pu prouver le contraire. Je suis vraiment désolé que vous traversiez cela, mais s'il vous plaît, sachez que vous n'êtes pas folle et que vous n'êtes pas seule. Thomas a un schéma de comportement et votre mère le cautionne. Restez forte.
J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, merci de me dire ça. Seriez-vous d'accord pour qu'on se parle au téléphone? Elle a répondu immédiatement. Absolument. Voici mon numéro. Je l'ai appelé sur le champ. Dorothée a répondu à la deuxième sonnerie. Je suis tellement contente que vous ayez appelé, a-t-elle dit. Je porte la culpabilité de ce qui s'est passé avec Thomas depuis des années. J'aurais dû lui tenir tête. J'aurais dû porter plainte. Mais j'avais peur et j'étais épuisée, et je voulais juste qu'il parte. Je comprends ce sentiment, ai-je dit doucement. Mais vous n'avez pas reculé. C'est incroyable. C'est ce que j'aurais dû faire. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Dorothée m'a parlé du schéma de Thomas qui consiste à trouver des femmes avec des ressources, des emplois stables, des appartements, des économies, et à en profiter systématiquement. Il les charmait au début, jouait la victime, les impliquait émotionnellement, puis les demandes commençaient. De petits services, de l'argent emprunté, un endroit pour dormir quelques jours qui se transformait en semaines ou en mois. Et votre mère était toujours là, en arrière-plan, a poursuivi Dorothée, confirmant ses histoires, me faisant sentir coupable d'avoir des limites, me disant que si j'aimais vraiment Thomas, je l'aiderais à se remettre sur pied. A-t-elle déjà parlé de moi, ai-je demandé. Une fois. Elle a dit que vous aviez beaucoup de succès mais que vous étiez froide, que vous aviez plein d'argent mais que vous refusiez d'aider votre famille en difficulté. Elle vous a fait passer pour une méchante. Bien sûr qu'elle l'a fait. Dorothée, puis-je vous demander quelque chose? Est-ce que Thomas a déjà été physiquement agressif avec vous? Il y eut une longue pause. Une fois, vers la fin. Je lui ai dit qu'il devait partir et il a donné un coup de poing dans mon mur. Puis il a immédiatement commencé à pleurer et à s'excuser, disant qu'il ne savait pas ce qui lui avait pris, qu'il était juste tellement stressé par sa situation. Votre mère est venue et m'a convaincu de ne pas appeler la police. Elle a dit que ça ruinerait sa vie. Mon estomac s'est retourné. Je suis tellement désolé que ça vous soit arrivé. Je suis désolé que ça vous arrive maintenant. Mais Sophie, vous devez être prudente. Si Thomas sent qu'il perd le contrôle de la situation, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans l'obscurité de mon appartement. Les mots de Dorothée résonnaient dans mon esprit. Le schéma était clair maintenant. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison de la plage. Il s'agissait de contrôle, de pouvoir, d'une dynamique familiale où Thomas était le soleil et où tout le monde était censé orbiter autour de lui, se sacrifiant pour le garder à l'aise. Et j'avais finalement cessé d'orbiter. Vendredi matin, j'ai pris 3 décisions. Premièrement, j'ai engagé un détective privé pour documenter tout comportement de harcèlement ou de traque de la part de Thomas ou de maman. Si ça devait dégénérer, je voulais des preuves. Deuxièmement, j'ai demandé une ordonnance d'éloignement. Pascal m'a aidé à préparer les documents, et nous avons inclus la déclaration de Dorothée avec ma propre documentation. Troisièmement, j'ai changé mes serrures, amélioré mon système de sécurité domestique et installé des caméras à mon appartement. S'il savait où je travaillais, il savait où je vivais. Je me sentais paranoïaque en le faisant. J'avais l'impression de surréagir. Mais ensuite, je me suis souvenu du trou dans le mur de Dorothée, des bijoux volés, des mensonges qui s'intensifiaient. Mieux vaut être paranoïaque que non préparé. Cet après-midi-là, Chloé a frappé à la porte de mon bureau avec une expression étrange sur son visage. Il y a un homme ici qui demande à te voir. Il dit que c'est ton frère, mais Sophie. Quelque chose chez lui semble bizarre. J'ai demandé à la sécurité d'attendre avec lui dans le hall. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Thomas est ici. Si c'est ton frère, oui. Tu veux que j'appelle la police? J'y ai réfléchi. Il n'avait techniquement encore rien fait. Se présenter sur le lieu de travail de quelqu'un n'était pas illégal, mais combiné avec tout le reste, ça ressemblait à une menace. Non, mais reste prêt et si quelque chose arrive, appelle-les immédiatement. Je me suis dirigé vers le hall, mon téléphone enregistrant dans ma poche. Thomas se tenait près de l'entrée, l'air agité. L'agent de sécurité, Tom, se tenait à quelques mètres de là, observant attentivement. Thomas, qu'est-ce que tu fais ici? Il s'est retourné. Son visage était hagard comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. On doit parler. Non. Tu dois partir. Sophie, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. J'ai besoin de m'expliquer.
Il n'y a rien à expliquer. Tu as essayé d'emménager dans ma maison sans permission. Quand j'ai dit non, tu as essayé de détruire ma vie. Maintenant, tu te pointes sur mon lieu de travail. C'est du harcèlement. Je suis ton frère. Je ne devrais pas avoir besoin de permission pour demander de l'aide. Tu n'as pas demandé. Tu as exigé. Il y a une différence. Les gens commençaient à regarder. Tom s'est rapproché, sa main près de sa radio. La voix de Thomas est devenue basse, presque un murmure. Tu vas le regretter. Tu te crois si maligne, à porter plainte, à impliquer des avocats. Mais maman a raison à ton sujet. Tu as toujours été égoïste. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que moi juste parce que tu avais de meilleures notes, un meilleur travail. Eh bien, devine quoi? Rien de tout ça n'a d'importance parce que tu n'es toujours rien sans famille. Alors je suppose que je ne suis rien, ai-je dit calmement. Maintenant, par où je demanderai à la sécurité de te faire sortir. Son visage s'est tordu de rage. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment me frapper. Tom a dû le penser aussi, car il s'est interposé directement entre nous. Monsieur, vous devez quitter le bâtiment maintenant, a dit Tom fermement. Thomas a regardé entre moi et Tom. Puis soudain, son expression a changé. La colère a fondu en quelque chose qui ressemblait presque à des larmes. Je suis désolé, a-t-il dit, sa voix se brisant. Je suis désolé, Sophie. Je ne pensais rien de tout ça. Je suis juste tellement stressé et maman me met la pression constamment et tout s'effondre. Est-ce qu'on peut s'il te plaît juste parler en famille? C'était magistral. Le changement soudain de la menace à la vulnérabilité, les larmes, l'appel à la compréhension. Si je n'avais pas passé la dernière semaine à documenter son schéma de manipulation, j'aurais pu tomber dans le panneau. Non, ai-je dit, on ne peut pas. Tu dois partir. Il m'a fixé pendant un long moment, et j'ai vu le masque tomber juste une seconde. Les larmes ont disparu. Ses yeux sont devenus froids et durs. Puis il s'est retourné et est sorti. Tom a attendu que le camion de Thomas quitte le parking avant de parler. Mademoiselle Sophie, je rédige un rapport d'incident. Cet homme ne devrait plus être autorisé à revenir sur la propriété. Merci, Tom. De retour dans mon bureau, j'ai transféré l'enregistrement à Pascal et à l'inspecteur Renaud. Puis j'ai ajouté une note à ma demande d'ordonnance d'éloignement. Le sujet s'est présenté sur mon lieu de travail et a proféré des menaces implicites. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Tu n'as pas gagné. Ce n'est pas fini. J'ai fait une capture d'écran et l'ai ajoutée au dossier de preuve. Parce que Dorothée avait raison. C'était loin d'être fini. Mais j'étais prête maintenant. J'avais des documents. J'avais des témoins. J'avais une trace écrite qui montrait exactement qui était l'agresseur. Et plus important encore, j'avais enfin cessé de me soucier de savoir s'il m'aimait. Parce que quoi qu'il ressente, ce n'était pas de l'amour. Ça ne l'avait jamais été. L'audience pour l'ordonnance d'éloignement était prévue pour le mercredi suivant. Pascal m'a préparé minutieusement, m'expliquant à quoi m'attendre, quelles questions pourraient être posées, comment rester calme sous la pression. Le juge voudra voir des preuves claires de harcèlement et une menace crédible, a-t-elle expliqué autour d'un café mardi soir. Vous avez les deux. Les enregistrements seuls sont accablants. Mais soyez prête à ce que votre mère et votre frère se présentent comme des victimes. Je sais qu'ils le feront. C'est ce qu'ils font. Bien. Souvenez-vous de ça. Ne les laissez pas vous déstabiliser. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de revoir des scénarios dans ma tête, imaginant toutes les façons dont ça pourrait mal tourner. Et si le juge ne me croyait pas? Et si l'avocat de maman était meilleur? Et si je me figeais à la barre et que je ne pouvais pas articuler ce qui s'était passé? Mercredi matin est arrivé, gris et froid. Je me suis habillé d'un tailleur bleu marine conservateur, j'ai attaché mes cheveux en un chignon soigné et j'ai conduit jusqu'au tribunal, les mains agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Pascal m'a retrouvé à l'extérieur. Vous avez l'air professionnel et posé. C'est bien. Souvenez-vous, nous n'essayons pas de gagner un concours de popularité. Nous présentons des faits. À l'intérieur de la salle d'audience, j'ai repéré maman et Thomas assis avec leur avocat de l'autre côté. Maman portait une robe à fleurs et avait clairement pleuré. Ses yeux étaient rouges et gonflés.
Thomas était assis à côté d'elle dans un costume mal ajusté, la mâchoire serrée. Quand il m'a vu, son expression s'est assombrie. L'huissier a appelé la salle à l'ordre. La juge Moreau est entrée. Une femme à l'allure sévère, dans la soixantaine, avec des yeux perçants qui semblaient ne rien manquer. Affaire numéro 2347. Sophie demandant des ordonnances d'éloignement contre Thomas et Brigitte. La requérante veut-elle bien s'approcher? Je me suis levé, les jambes tremblantes. Pascal m'a brièvement pressé l'épaule avant que je ne me dirige vers la barre des témoins. La juge Moreau m'a étudié par-dessus ses lunettes de lecture. Mademoiselle Sophie, veuillez indiquer votre lien de parenté avec les défendeurs. Brigitte est ma mère. Thomas est mon frère. Et vous demandez des ordonnances d'éloignement contre deux. Dites-moi pourquoi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. J'ai parcouru la chronologie, en commençant par l'appel de Thomas annonçant qu'il emménageait dans ma maison de la plage. L'expression de la juge est restée neutre, mais elle a pris des notes pendant que je parlais. Quand je suis arrivé à la partie où ils se sont présentés malgré mon refus explicite, elle m'a interrompu. Avez-vous des documents prouvant ce refus? Oui, votre honneur. Des relevés téléphoniques, des messages textes et des vidéos de caméras de sécurité. Pascal a remis un classeur que nous avions préparé. La juge Moreau l'a feuilleté, ses yeux parcourant les pages. Quand elle a atteint les images fixes de la vidéo de sécurité, des images claires de Thomas, de maman et de leurs amis déchargeant des cartons pendant que l'alarme hurlait, elle a fait une pause. Ces individus savaient qu'ils n'avaient pas la permission d'être sur la propriété. Oui, votre honneur. Je leur ai dit à plusieurs reprises de ne pas venir. Ils sont venus quand même. Continuez. J'ai détaillé le harcèlement qui a suivi, les messages menaçants, les fausses plaintes à mon employeur, Thomas se présentant sur mon lieu de travail, les demandes de poursuites judiciaires croissantes. À chaque révélation, j'ai fourni des documents, des captures d'écran, des enregistrements, des déclarations de témoins. Quand j'ai mentionné Dorothée et son expérience similaire avec Thomas, l'avocat de maman a objecté. Votre honneur, il s'agit de oui-dire sur des incidents sans rapport qui n'ont aucune incidence sur l'affaire actuelle. La juge Moreau n'a pas semblé impressionnée. Je l'autorise. Le schéma de comportement est pertinent pour déterminer la crédibilité et le niveau de menace. Continuez, mademoiselle Sophie. J'ai terminé en décrivant l'apparition de Thomas à mon bureau. Les menaces voilées, la façon dont son attitude avait changé de la rage aux fausses larmes et vice-versa. J'ai passé l'enregistrement. La salle d'audience était silencieuse alors que la voix de Thomas résonnait à travers les haut-parleurs. Tu vas le regretter. Tu n'es toujours rien sans famille. Quand ce fut terminé, la juge Moreau a posé son stylo. Merci, mademoiselle Sophie. Veuillez rester disponible. J'aimerais maintenant entendre les défendeurs. L'avocat de maman l'a appelée à la barre en premier. Elle s'est approchée lentement, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Madame Brigitte, pouvez-vous donner à la cour votre version de ces événements? La voix de maman était douce, tremblante. Votre honneur, je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer d'aider mon fils. Thomas avait besoin d'un endroit où rester. Et Sophie avait cette belle maison vide. Je pensais faire ce qu'il fallait, aider la famille. Votre fille vous a-t-elle donné la permission d'accorder l'accès à sa propriété? Eh bien, pas en autant de mots, mais je pensais que c'était sous-entendu. La famille, c'est fait pour s'entraider. Je l'ai élevée pour qu'elle le croie. Vous a-t-elle déjà explicitement dit de ne permettre à personne de rester là-bas? Maman a hésité. Elle était contrariée quand Thomas en a parlé pour la première fois, mais je pensais qu'elle changerait d'avis. Elle le fait toujours quand elle se calme. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Vous a-t-elle dit non? Autre pause. Elle a dit qu'elle voulait y réfléchir. Pascal s'est levé. Votre honneur, nous avons des enregistrements qui contredisent directement ce témoignage. La requérante a déclaré clairement à plusieurs reprises que la permission était refusée. La juge Moreau a hoché la tête. J'ai examiné ces enregistrements. Madame Brigitte, je vais vous demander directement. Votre fille a-t-elle prononcé les mots au nom ou tu ne peux pas emménager ou quelque chose de similaire? Le visage de maman a rougi. Elle a peut-être dit quelque chose comme ça, mais elle ne le pensait pas. Elle faisait juste sa comédie. Donc, elle a refusé la permission, et vous avez choisi d'ignorer ce refus.
J'essayais de maintenir la paix dans notre famille. Thomas avait besoin d'aide, et Sophie n'était pas raisonnable. Que sa réponse soit raisonnable ou non n'est pas à vous de le déterminer, Madame Brigitte. La propriété est légalement la sienne. Vous n'aviez aucune autorité pour en accorder l'accès. La juge Moreau a pris une note. Passons à la poursuite que vous avez intentée contre votre fille. Pouvez-vous expliquer le fondement de cette plainte? Elle nous a humiliés. Elle a appelé la police sur sa propre famille comme si nous étions des criminels. Elle a nui à ma réputation dans la communauté. Les gens parlent, me jugent. Parce que vous avez tenté d'accéder à une propriété sans permission et avez été verbalisé pour violation de propriété privée. Ce n'était pas comme ça. C'est exactement ce que dit le rapport de police. Le ton de la juge Moreau était maintenant tranchant. Madame Brigitte, les conséquences que vous subissez sont le résultat direct de vos propres actions. Ce n'est pas de la diffamation. Maman s'est mise à pleurer plus fort. Son avocat semblait mal à l'aise. Votre honneur, ma cliente est clairement bouleversée par cette situation. La relation familiale a été endommagée par ses propres choix, a interrompu la juge Moreau. Témoin suivant. Thomas a pris la barre, l'air maussade. Son avocat a tenté de le dépeindre comme un jeune homme en difficulté essayant simplement de se remettre sur pied, injustement persécuté par sa sœur qui a réussi. La juge Moreau n'a pas été dupe. Monsieur Thomas, vous vous êtes présenté sur le lieu de travail de votre sœur après qu'elle ait clairement indiqué qu'elle ne voulait aucun contact. Correct? Je voulais juste lui parler. De quoi? De réparer votre relation en lui disant qu'elle n'est rien sans famille. En faisant des déclarations qui pourraient raisonnablement être interprétées comme des menaces. J'étais contrarié. Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensiez-vous? Thomas a cherché une réponse. Je voulais juste dire que la famille est importante. Elle ne devrait pas la jeter. Elle n'a rien jeté, monsieur Thomas. Elle a fixé une limite. Et vous et votre mère l'avez violée à plusieurs reprises. Puis, quand elle a fait respecter cette limite, vous avez riposté par du harcèlement et de l'intimidation. La juge Moreau a remué ses papiers. J'en ai assez vu. Mon cœur battait à tout rompre alors que tout le monde retournait à sa place. La juge Moreau a pris un moment pour relire ses notes avant de parler. J'accorde les ordonnances d'éloignement, a-t-elle dit sèchement. Thomas et Brigitte ont tous deux l'interdiction de contacter Sophie directement ou indirectement, de s'approcher à moins de 150 mètres de sa résidence ou de son lieu de travail, ou de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux qui la mentionnent. Ces ordonnances resteront en vigueur pendant 2 ans, après quoi elles pourront être réexaminées pour une prolongation. Maman a eu un hoquet. Le visage de Thomas est devenu rouge. De plus, a poursuivi la juge Moreau, je rejette la plainte en diffamation déposée par Brigitte comme étant futile et sans fondement. Mademoiselle Sophie, vous pouvez demander le remboursement de vos frais de justice si vous le souhaitez. Nous le ferons, votre honneur, a dit Pascal. Encore une chose. La juge Moreau a regardé directement Thomas. L'enregistrement diffusé aujourd'hui contient ce qui pourrait être interprété comme un langage menaçant. Je transmets cette affaire au bureau du procureur de la République pour examen d'éventuelles poursuites. Comprenez-vous? L'avocat de Thomas s'est levé rapidement. Votre honneur, les déclarations de mon client ont été faites sous le coup de l'émotion. C'est au procureur de le déterminer. Cette audience est terminée. Le marteau est tombé. En sortant de la salle d'audience, mes jambes semblaient être en coton. Pascal parlait, disant quelque chose sur le fait que c'était une victoire complète, mais je n'arrivais pas tout à fait à le réaliser. 2 ans. 2 ans de distance imposée par le tribunal avec ma famille. 2 ans de paix. C'était surréaliste. Derrière moi, j'entendais la voix de maman s'élever. C'est injuste. C'est ma fille. Vous ne pouvez pas faire ça. Son avocat essayait de la calmer. Thomas était silencieux, mais je pouvais sentir ses yeux me transpercer le dos. Je ne me suis pas retourné. À l'extérieur du palais de justice, Pascal m'a pris à part. Ça s'est mieux passé que je n'aurais pu l'espérer. La juge Moreau a vu clair dans leur manipulation. Et le fait qu'elle transmette les menaces de Thomas au procureur, c'est significatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il pourrait faire face à des poursuites pénales pour harcèlement ou intimidation. C'est au procureur de décider maintenant, mais avec les preuves que nous avons, je dirais qu'il y a un dossier solide.
J'ai hoché la tête, engourdi. Une partie de moi se sentait justifiée, validée, mais une autre partie se sentait vide. C'était ma mère, mon frère, et je venais d'obtenir une ordonnance du tribunal pour les tenir à l'écart de moi. Sophie, Pascal a touché mon bras. Ça va? Je ne sais pas. Je crois que oui. C'est juste beaucoup à encaisser. Rentrez chez vous. Prenez le reste de la journée. Digérez ça. Et Sophie, vous avez fait ce qu'il fallait. Ne laissez personne vous dire le contraire. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état second, le palais de justice devenant plus petit dans mon rétroviseur. Mon téléphone vibrait constamment. Des textos de Maëva me félicitant. Un message vocal de Chloé prenant de mes nouvelles. Plusieurs numéros bloqués que je supposais être des membres de la famille. J'ai tout ignoré. À la maison, je me suis versé un verre de vin, même s'il n'était que 14 heures. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai fixé le mur, essayant de comprendre ce que je ressentais. Du soulagement. Certainement du soulagement. Le nœud d'anxiété qui vivait dans ma poitrine depuis des semaines se desserrait enfin. Mais aussi du deuil. Je pleurais la famille que j'avais voulu, celle que j'avais passé ma vie à espérer qu'un jour elle me verrait comme précieuse. Cette famille n'existait pas. Peut-être qu'elle n'avait jamais existé. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie. 1 minute plus tard, la notification est apparue. J'ai failli la supprimer sans l'écouter. Mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur play. Sophie, c'est Jeanne. Je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu veux entendre parler, mais je devais te dire quelque chose. Thomas et moi avons rompu pour de bon cette fois. Après tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à le voir différemment. La façon dont il parlait de toi, les choses qu'il disait, ça m'a fait peur. J'ai réalisé que si je restais, je finirais par être à ta place. Alors, je suis parti. Je voulais que tu saches que tu as eu raison de lui tenir tête. Et je suis désolé de ne pas t'avoir cru plus tôt. Prends soin de toi. J'ai sauvegardé le message vocal, l'ai ajouté à mon dossier de preuves. Parce que même si l'ordonnance d'éloignement avait été accordée, je savais qu'il ne fallait pas croire que c'était vraiment fini. Les jours suivants ont été calmes. Suspectement calmes. Pas de textos de numéros bloqués, pas de visiteurs surprises, pas de plaintes anonymes à mon employeur. C'était comme si l'ordonnance d'éloignement avait réellement fonctionné. Samedi, j'ai conduit jusqu'à Cassis pour voir la maison de la plage. Je n'y étais pas retourné depuis avant tout l'incident, et j'avais besoin de la voir. Besoin de la réclamer comme mon espace. La maison avait l'air exactement comme je l'avais laissée. Paisible, magnifique. La mer s'étendait au-delà de la terrasse, les vagues roulant, régulières et éternelles. J'ai traversé chaque pièce, touchant les meubles, ouvrant les fenêtres pour laisser entrer l'air salin. C'était à moi. Je l'avais mérité. Et personne n'avait le droit de me le prendre. J'y ai passé la nuit, dormant profondément pour la première fois depuis des semaines. Dimanche matin, je me suis assise sur la terrasse avec un café et j'ai regardé le lever du soleil, sentant quelque chose changer en moi. Je ne me contentais plus de survivre. Je reprenais ma vie en main. Lundi a apporté des nouvelles de Pascal. Le bureau du procureur avait examiné l'affaire et avait décidé de poursuivre Thomas pour harcèlement moral. Il serait convoqué le mois prochain. Ils examinent également la fausse déclaration qu'il a déposée à votre sujet, a ajouté Pascal. Déposer de fausses plaintes est un crime en France. Il pourrait encourir une peine de prison. Combien de temps? Ça dépend des charges et de son casier. Probablement pas beaucoup pour une première infraction, mais ce sera sur son casier. Et s'il viole l'ordonnance d'éloignement, les peines deviennent beaucoup plus sévères. Le même après-midi, j'ai reçu un email de l'avocat de maman. Ils abandonnaient complètement la poursuite en diffamation et proposaient de payer mes frais de justice à ce jour, environ 12 000 €. Ils essaient d'éviter la plainte reconventionnelle, a expliqué Pascal quand je l'ai appelé. Si nous allons de l'avant, ils pourraient finir par devoir beaucoup plus. C'est une décision intelligente de leur part. Dois-je accepter? C'est à vous de décider. Nous pourrions demander plus, mais cela signifierait plus de comparution au tribunal, plus de temps investi. Personnellement, je prendrai l'argent et je passerai à autre chose. Vous avez déjà gagné tout ce qui compte.
J'y ai réfléchi pendant peut-être 10 secondes. Accepté. 2 semaines plus tard, un chèque est arrivé. 12 000 €. Pas assez pour couvrir le coût émotionnel de ce qu'ils m'avaient fait subir, mais quelque chose. Une reconnaissance tangible qu'ils avaient eu tort. Je l'ai déposé et n'en ai parlé à personne dans la famille. Qu'ils se posent des questions. Le travail est redevenu mon refuge. La campagne de lancement de produits a été un succès massif, apportant 3 nouveaux clients majeurs pour Automatech Solutions. Mon patron m'a prise à part pour me féliciter. Je sais que vous avez dû gérer beaucoup de choses personnelles, a-t-il dit, mais votre travail n'en a pas du tout souffert. Au contraire, vous avez été encore plus concentré. Je vous propose pour une promotion au poste de directrice senior. Vous l'avez mérité. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de 30 000 €. J'ai célébré avec Chloé et quelques autres collègues dans un bon restaurant, me permettant de profiter du moment sans culpabilité. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas que le couperet tombe. 3 mois après l'octroi de l'ordonnance d'éloignement, j'ai reçu un appel de l'inspecteur Renaud. Mademoiselle Sophie, je voulais vous tenir au courant de l'affaire de Thomas. Il a plaidé coupable de harcèlement moral et de dénonciation calomnieuse. Il a été condamné à 6 mois de probation, une amende de 1 000 € et un stage de gestion de la colère obligatoire. C'est tout? Pour une première infraction, c'est assez standard. Mais voici la partie importante. Toute violation de sa probation ou de l'ordonnance d'éloignement entraînera une incarcération immédiate. La juge a été très claire sur le fait qu'elle le surveillait. Et ma mère? Elle n'a pas été poursuivie au pénal car elle n'était pas l'agresseur principal, mais l'ordonnance d'éloignement reste en vigueur et toute violation de sa part sera poursuivie. Après avoir raccroché, j'ai digéré l'information. 6 mois de probation semblaient légers pour tout ce qu'il avait fait. Mais c'était quelque chose. Et plus important encore, il avait maintenant un casier judiciaire. S'il essayait de reproduire ce schéma avec quelqu'un d'autre, on pourrait le découvrir. J'ai pensé à Dorothée et je me suis demandé si je devais la contacter pour lui annoncer la nouvelle. Au lieu de cela, j'ai tout écrit dans un post détaillé sur un forum de survivants pour les personnes confrontées à des abus familiaux. J'ai changé les noms et quelques détails d'identification, mais j'ai exposé toute l'histoire, la maison de la plage, le harcèlement, la bataille juridique, l'issue. Les réponses ont afflué. Merci de partager ça. Je suis confronté à quelque chose de similaire avec ma sœur et j'avais besoin d'entendre qu'il est possible de tenir tête à sa famille. Vous êtes si courageuse. Ça me donne de l'espoir. J'aurais aimé faire ce que vous avez fait. Au lieu de ça, j'ai cédé. Et maintenant, je suis toujours manipulé 5 ans plus tard. En lisant ces messages, j'ai réalisé que mon histoire comptait. Pas parce qu'elle était unique. Malheureusement, elle ne l'était pas. Mais parce qu'elle montrait qu'on pouvait survivre en fixant des limites avec une famille toxique. On pouvait en sortir intact. Vers la même époque, j'ai commencé à voir une thérapeute. Le docteur Karen était spécialisé dans les traumatismes familiaux et l'abus narcissique. Elle m'a aidé à comprendre les dynamiques qui avaient façonné toute ma vie, m'a aidé à voir comment j'avais été conditionné à donner la priorité aux besoins de tout le monde sauf aux miens. On vous a appris à assimiler les limites à la cruauté, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Ce n'est pas un accident. C'est un mécanisme de contrôle. Tant que vous vous sentiez coupable d'avoir des besoins, il pouvait continuer à prendre de vous. Alors, comment puis-je arrêter de me sentir coupable? Vous pratiquez. Chaque fois que cette culpabilité apparaît, vous l'examinez. Demandez-vous, est-ce une vraie culpabilité parce que j'ai fait quelque chose de mal, ou est-ce une culpabilité conditionnée parce que je ne joue pas le rôle qu'ils m'ont assigné? Ça a aidé. Lentement, progressivement, la culpabilité a commencé à desserrer son étreinte. 6 mois après l'octroi de l'ordonnance d'éloignement, j'ai reçu un message de Maëva. Elle se mariait et voulait que je sois au mariage. Petite cérémonie, juste les amis proches et la famille qui comptent vraiment, ce qui signifie que tu es invité et Thomas ne l'est pas. Maman pète les plombs à ce sujet, mais je m'en fiche. C'est mon jour, et je te veux là. Je suis allé au mariage. C'était magnifique et intime, organisé dans un jardin avec environ 30 personnes. J'ai rencontré la fiancée de Maëva, une femme chaleureuse et drôle nommée Julie, qui l'adorait clairement. J'ai aussi rencontré d'autres cousins qui s'étaient éloignés des parties toxiques de la famille au fil des ans. Nous sommes plus nombreux que tu ne le penses, m'a dit un cousin autour d'une coupe de champagne.
Des gens qui en ont eu marre du drame et qui sont juste partis tranquillement. Tu es la première à avoir riposté légalement, cependant. Il fallait du cran. À la réception, Maeva m'a prise à part. Merci d'être venue. Ça signifie tout pour moi. Merci de m'avoir invité. Tu sais, maman a essayé de me faire te désinviter. Elle a dit que ça gâcherait sa journée d'être à un événement où tu serais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'elle n'était pas invitée non plus. Maeva a souri. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Cette journée a été parfaite. En regardant la célébration, les gens qui se souciaient vraiment les uns des autres sans condition, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir pour ce que la famille pourrait être quand elle est saine. 1 an après la confrontation au tribunal, j'ai reçu une lettre. Pas de maman ni de Thomas. Ils étaient toujours sous le coup de l'ordonnance d'éloignement. Celle-ci venait de ma tante Caroline, celle qui m'avait traité de cruel. La lettre était manuscrite, sur plusieurs pages. Dedans, elle s'excusait. Elle expliquait qu'elle avait toujours su que le comportement de maman et de Thomas était problématique, mais qu'elle avait eu peur de s'exprimer, peur de devenir leur prochaine cible. Voir ce qu'il m'avait fait et me voir y survivre lui avait donné le courage de fixer ses propres limites. Elle avait récemment coupé les ponts avec eux elle-même après qu'ils aient tenté de la manipuler pour qu'elle prenne parti contre moi. Tu avais raison, a-t-elle écrit, sur toute la ligne. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je suis désolé d'avoir essayé de te faire sentir coupable de te protéger. Tu méritais mieux de nous tous. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Pas de tristesse, mais de validation, de la reconnaissance que je n'étais pas folle, que ma perception de la réalité avait été exacte depuis le début. J'ai répondu. Nous avons commencé à parler occasionnellement, reconstruisant lentement, prudemment, avec des limites claires des deux côtés. 18 mois après l'ordonnance d'éloignement, j'ai vendu la maison de la plage. Pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. Elle avait rempli sa fonction, prouvant que je pouvais accomplir quelque chose d'important par moi-même. Mais la garder, c'était comme s'accrocher à un symbole plutôt que de profiter d'un bien. J'ai utilisé le bénéfice pour acheter un petit chalet dans les Alpes, près de Lyon. Un endroit calme, un endroit où je pouvais respirer, un endroit qui n'avait jamais été contaminé par le drame familial. Le chalet est devenu mon sanctuaire. J'y passais les week-ends, à faire de la randonnée, à lire et à apprendre à être à l'aise avec le silence. J'ai recommencé à peindre, quelque chose que je n'avais pas fait depuis le lycée. J'ai adopté un chien de refuge, un adorable bâtard nommé Milo, qui me suivait partout. J'ai construit une vie qui était la mienne et la mienne seule. Pascal prenait de mes nouvelles de temps en temps, toujours professionnel, mais avec un fond d'amitié. Comment allez-vous? Vous êtes en sécurité? Je vais très bien, en fait. Bien. Vous le méritez. Vous vous êtes battu pour votre tranquillité. L'ordonnance d'éloignement devait expirer après 2 ans, mais maman et Thomas ont tous deux demandé sa levée anticipée. La juge Moreau a rejeté leur demande les 2 fois, notant qu'ils n'avaient montré aucun remords sincère ni aucune compréhension de leur comportement. Les défendeurs continuent de se présenter comme des victimes, a-t-elle écrit dans son refus. Tant qu'ils ne feront pas preuve d'une réelle prise de responsabilité, l'ordonnance de protection restera pleinement en vigueur. Je n'ai pas assisté à ces audiences. Je n'en avais pas besoin. Pascal s'est occupé de tout et les décisions parlaient d'elles-mêmes. Thomas a eu du mal après sa condamnation. Le casier judiciaire lui a rendu plus difficile la recherche d'emploi décent. Il a enchaîné les postes mal payés, aucun ne durant plus de quelques mois. Selon Maeva, qui avait encore quelques contacts avec des membres de la famille élargie, il me reprochait d'avoir ruiné sa vie. Il n'a jamais reconnu que ses propres choix avaient des conséquences. Maman s'en est légèrement mieux sortie professionnellement mais a souffert socialement. La nouvelle de ce qui s'était passé s'était répandue dans leur communauté et de nombreuses personnes ont pris leur distance en silence. Son groupe à l'église est devenu plus petit. Ses amis ont cessé d'appeler. Elle est devenue de plus en plus isolée, incapable de comprendre pourquoi sa version des faits, qu'elle essayait juste d'aider son fils en difficulté, ne trouvait pas d'écho chez les autres. Tante Caroline m'a dit que maman avait essayé de se réconcilier avec elle, mais la conversation avait dégénéré, maman insistant sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal et que j'étais toujours le problème. Caroline était partie et ne lui avait plus parlé depuis. Thomas et maman sont restés enfermés dans leur récit de victimes, convaincus que le monde était injuste et qu'ils avaient été persécutés pour avoir essayé d'aider la famille.
Aucun d'eux n'a jamais reconnu le vol, le harcèlement, la manipulation. Admettre ces choses les obligerait à affronter qui ils étaient vraiment, et ils n'étaient tout simplement pas capables de ce niveau de conscience de soi. Quant à moi, j'ai prospéré. La promotion a mené à une autre promotion. Je suis devenue directrice senior à 31 ans, l'une des plus jeunes de l'histoire de l'entreprise. J'ai encadré des employés juniors, partageant non seulement des conseils professionnels, mais aussi des conseils de vie sur les limites et l'estime de soi. J'ai eu des relations occasionnelles, prenant mon temps, refusant de me précipiter dans quoi que ce soit. J'ai voyagé dans des endroits que j'avais toujours voulu voir. L'Islande, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande. J'ai investi dans d'autres biens immobiliers, construisant un patrimoine, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais simplement parce que je le pouvais. Plus important encore, j'ai appris à me faire confiance, à croire que mes besoins étaient valides, que mes limites étaient raisonnables, que me choisir n'était pas égoïste. C'était de la survie. Parfois, tard le soir au chalet avec Milo blotti à côté de moi, je repensais à ce jour au tribunal. Je pensais au marteau de la juge Moreau s'abattant, au regard sur le visage de maman lorsque l'ordonnance d'éloignement a été prononcée. À la victoire amère qui avait semblé si insatisfaisante sur le moment. Mais elle n'avait rien d'amer. C'était le début de ma vraie vie. La vie où c'est moi qui décidais qui avait accès à moi. Où je pouvais protéger ce que j'avais construit, où je pouvais dire non sans culpabilité. Je pensais à la fille que j'étais à 16 ans, donnant les 3000 € qu'elle avait économisés parce que sa mère le lui avait demandé. Je pensais à toutes les années passées à donner, à sacrifier et à m'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Et j'étais reconnaissante envers cette fille pour tout ce qu'elle avait enduré. Mais j'étais encore plus reconnaissante de ne plus être elle. Le voyage pour en arriver là m'avait coûté une famille. Mais ce que j'avais gagné était quelque chose de bien plus précieux. Moi-même, ma paix, mon pouvoir, ma compréhension que l'amour sans respect n'est pas du tout de l'amour. C'est juste le contrôle qui porte un nom plus joli. J'ai gardé la vidéo de sécurité de ce jour où ils ont essayé d'emménager. Parfois, je la regarde, me rappelant que j'avais eu raison de tenir bon, que je n'avais rien à me reprocher, que me protéger avait été la chose la plus importante que j'ai jamais faite. L'ordonnance d'éloignement finirait par expirer. Quand ce serait le cas, je savais qu'il y avait une chance qu'ils essaient à nouveau. Essaient de se frayer un chemin de retour avec des excuses, des histoires tristes ou de nouvelles tactiques de manipulation. Mais je savais aussi autre chose. Je ne les laisserai plus jamais entrer. J'avais trop bien appris cette leçon, je l'avais payé trop cher. Certains ponts, une fois brûlés, doivent le rester. Et j'étais enfin, sincèrement, en paix avec ça.